Salut! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que c'est la première partie d'une plus grande vidéo que j'avais filmée et qui durait 1h48. Donc pour ne pas vous faire subir ça, je l'ai divisée en deux parties au montage. Donc c'est la première partie, la deuxième partie sortira une semaine plus tard. Et une fois que les deux seront publiés, vous pourrez retrouver les liens des parties correspondantes dans les descriptions respectives. Bon visionnage. Salut! Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été récemment diplômée de mon école de commerce et que je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur mon expérience en tant que femme noire là-bas. Parce que ça m'a été souvent demandé. Avant de commencer la vidéo, je tiens encore à préciser, puisque ça a l'air d'être vraiment nécessaire, que c'est mon expérience, mon vécu, et que je ne vais pas faire de généralisation. Je ne vais pas dire le nom de mon école, parce que j'ai eu assez de problèmes comme ça dans ma vie, et parce que en fait ce n'est pas forcément nécessaire, parce que même si c'est mon expérience et que je comprends bien qu'elle est unique et qu'on peut pas l'étendre à toutes les écoles de commerce, il faut bien comprendre que certains des phénomènes que je décris sont symptomatiques en fait de l'institution et du système que l'école de commerce en gros est en fait, et qu'il y a pas mal de choses que on va retrouver dans toutes les écoles parce que ça fait partie du bail en fait. Donc voilà, je tiens à préciser ça. Et comme toutes les vidéos que je fais, il y a des choses qui sont des faits et il y en a qui sont des opinions. Vous pouvez avoir les autres. Ce n'est pas la peine de me dire que j'ai tort ou que mes expériences ne sont pas valides dans les commentaires. Et si vous avez des expériences différentes de la mienne sur ce sujet, que je sache, YouTube ne limite pas le nombre de vidéos et le nombre de chaînes qu'on peut créer sur cette plateforme. Donc, au pire, allez faire votre chaîne et allez faire votre vidéo. C'est aussi simple que ça. J'ai résumé quelques points en faisant des notes sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je vais regarder assez souvent vers le bas pendant cette vidéo. Commençons. Donc avant de me plonger dans le vif du sujet, on va dire, je pense qu'il serait pertinent de revenir sur mon contexte personnel en fait, qui je suis, résumer un petit peu le bail, parce que je pense que c'est important en fait pour comprendre pourquoi j'ai vécu les choses que j'ai vécues comme ça en fait. Comme vous avez pu le voir si vous avez vu certaines de mes vidéos, je suis HPI, surdouée, comme vous voulez. Je suis assez introvertie. Non, très introvertie. Et solitaire, avec un passif assez étendu de genre harcèlement et isolement, en fait. Je suis anorexique et boulimique. Et jusqu'à récemment, j'ai dû vivre avec un syndrome de l'imposteur et une peur de l'échec assez paralysante en fait. Voilà. Donc pour ce qui est de mon parcours avant l'école, donc j'ai passé un bac ES. Je savais à peu près ce que je voulais faire. À cet âge, je savais que je voulais travailler dans le digital, dans le marketing et tout. Et j'avais eu vent des écoles de commerce post-bac en fait. J'avais passé quelques concours d'ailleurs, et mais je m'étais dit que ça valait peut-être le coup de tenter une prépa et de faire une école de commerce, une grande école de commerce, parce que j'avais vu que voilà les perspectives de carrière étaient meilleures quand tu faisais une grande école, pour le salaire c'était mieux et tout, et pour le marché de l'emploi t'avais une meilleure chance de pouvoir te débattre en fait et caler ton pied dans la porte de certaines entreprises, ce dont j'ai besoin. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être tenter ça, et au final je me suis dirigée vers la prépa par dépit et mesquinerie, puisque j'avais demandé à mon prof principal du coup en terminale, qui était mon prof d'économie et sociologie, enfin genre de SES quoi. Je lui avais demandé du coup ce qu'il pensait de mon profil, et que je pensais faire une prépa pour enchaîner avec une école de commerce après, et il m'a rionné littéralement, c'est-à-dire que je lui ai dit que je voulais mettre des choix de prépa en fait sur la plateforme APB avant que ça soit l'autre nom dégueu là, bref, et il a fait vu que je suis quelqu'un de très mesquin,
bah ça m'a encore plus motivée en fait à rentrer des prépas dans mes choix d'APP. Et donc du coup je suis rentrée dans une prépa, pas un truc genre comme Louis le Grand ou Henri IV ou je sais pas quoi, un truc un peu plus genre low-key, mais une bonne prépa quand même. Et voilà, donc j'y suis allée après le bac. Ce fut compliqué. Ce fut dur. La bonne élève que j'étais clairement a vu son ego réduit en miettes. Avec les notes que je recevais, j'en ai chié. J'ai énormément travaillé. Voilà, il y avait énormément de compétition aussi, ce qui est un peu normal parce que concrètement au bac où c'est soit tu l'as pas, là c'est des concours en fait, donc il y a littéralement un nombre de places limité et les gens peuvent te prendre ta place en fait. Donc voilà, c'était assez compétitif et je déteste la compétition, je suis pas du tout quelqu'un de compétitif, donc c'était assez chiant pour moi à faire aussi. Mais je considère que je m'en suis quand même plutôt bien tirée. Voilà, donc je suis entrée dans cette école en 2014, donc j'avais 19 ans. J'étais assez fière de moi. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je suis entrée en école. Voilà, donc en septembre 2014. Comment dire, si je devais résumer l'état d'esprit, en gros, des étudiantes quand on arrive de prépa en école de commerce, c'est que ouais, on a chié pendant 2 ans. Et voilà, on a atteint notre objectif et que maintenant, entre guillemets, on peut se la couler douce en fait, parce que on a fait le plus dur et que voilà, notre récompense, c'est qu'on a l'école qu'on voulait, enfin pour la plupart, espérons-le, et que du coup, on peut chiller quoi en fait. On a mérité et voilà. Cet état d'esprit là, je l'ai retrouvé avec pas mal d'autres choses dans le discours de bienvenue qu'on nous a fait en fait lors de notre arrivée en première année, parce que il y a des termes qui m'ont vraiment genre marqué, on va dire, dans ce discours, et c'est notamment la notion d'élite de la nation, qu'on était maintenant l'élite. Et j'ai du mal avec cette notion, genre j'ai du mal avec cette notion appliquée au groupe qu'on était en fait. Je m'explique. Parce que en fait, pour moi, la notion d'élite, c'est, et je pense que pour beaucoup de gens, la notion d'élite, c'est quelque chose, tu vois, d'atteignable difficilement en fait. C'est quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose pour lequel on travaille, c'est quelque chose, des critères qui sont vraiment durs à atteindre en fait. Et voilà, se hisser genre au rang d'élite, ça demande quand même un certain degré d'expérience, un certain degré d'excellence, que ça soit au niveau intellectuel, au niveau de soi-même en fait. Et pour moi, l'élite, surtout quand on est l'élite, on essaye de se maintenir au rang de l'élite. C'est pas quelque chose, je pense, qu'on atteint seulement. C'est quelque chose, c'est un stade auquel on se maintient en évitant de tenir les choses pour acquises en fait, et en essayant toujours de s'améliorer et de pas se reposer sur nos lauriers en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal quand quelqu'un dit à une assemblée, genre je sais pas, de 400 personnes voire plus, qu'à 19-20 ans, on a fait genre 2 années post-bac, que ça soit prépa, BTS, DUT, tout ce que tu veux, fac et autres, et que là, du haut de nos 19-20 ans, avec nos expériences de vie, quelles qu'elles soient, on est l'élite de la nation. J'ai vraiment du mal avec ça. Genre, on n'est personne. On n'a rien fait. Nous n'avons rien accompli. C'est-à-dire que, évidemment, on peut tirer de la fierté du fait d'avoir bûché, d'avoir enchaîné, et d'avoir pu surmonter, en fait, les difficultés, que représentent les 2 années d'études qu'on a pu faire, surtout la prépa et tout, qui sont super dures, que ce soit d'un niveau intellectuel, d'un niveau psychologique et tout. Mais que ça suffise à nous définir comme élite, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. On est un peu surcoté, quoi. Surtout qu'en plus, voilà, c'est-à-dire qu'on entre, on est censé apprendre quelque chose, on est censé être le début de notre parcours, et là, on te dit déjà que t'es au top. Et je trouve que justement, c'est le problème qu'on voit juste avec
beaucoup de scandales qu'il y a pu avoir qui impliquent d'anciens élèves d'écoles de commerce et les attitudes qu'on peut voir déjà dès le début et pendant toute la scolarité chez certains élèves, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent de contextes sociaux, qui ont déjà des éléments et un contexte de départ qui font que leur ego n'a vraiment pas besoin d'entendre ça, en fait, et que tu leur donnes un boost qu'il ne fallait pas nécessairement leur donner, et que quand tu dis à des gens qui ont déjà tout, qui sont déjà au top, qui sont déjà genre d'enfants de parents riches, qui on donne déjà tout, c'est bon, vous avez plus rien à faire, vous êtes au top, vous êtes l'élite. Faut pas s'étonner en fait si t'as des dirigeants de grandes entreprises qui font des blackface, qui sortent des trucs racistes, qui sortent des trucs sexistes, qui ont des comportements comme on peut retrouver dans d'autres types d'écoles, par exemple les écoles de journalisme avec la Ligue du LOL. Évidemment en fait, puisque tu leur dis que ils n'ont rien à prouver, ils sont déjà au top de leur-même, ils sont au top de la nation, ils sont l'élite. J'ai vraiment un gros problème avec ça en fait. Je me souviens que cette partie du discours, j'ai fait non, c'est-à-dire que moi je sais que ça fait 19 ans que je suis une femme noire, je sais que toi tu me dis que je suis l'élite. Genre c'est faux, on va le prouver genre dès demain et dans le reste de ma vie, que ce soit à l'école ou en dehors, mais ne hype pas les gens comme ça, genre vraiment pas. Donc il y avait ça et il y avait aussi pas mal en gros du fait que voilà on nous fait comprendre qu'on est entré dans un cercle social qui est voilà élevé, que voilà on appartient quand même à un certain groupe en fait socio-professionnel et qu'on devrait en être fier en fait. Et voilà il y a aussi un petit truc sur l'endogamie en disant que voilà on avait c'est combien 75% je crois de chances de rencontrer notre futur conjoint dans cet amphi, ce qui déjà genre est très chelou à dire à des étudiants, mais c'est un autre point en fait, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi le fait que voilà, on encourage vraiment un espèce d'entre-soi qui, pourquoi faire en fait, genre pourquoi faire, et voilà quoi. Et c'est vraiment et c'est pour ça que ouais j'ai du mal vraiment quand on appuie sur les notions de diversité etc, parce que c'est à dire que même en tant que diversité sociale et en tant que catégorie socio-professionnelle on nous appuie le fait qu'on va rester entre nous, genre voilà on va travailler avec les mêmes gens, on va se marier avec les mêmes gens, on va fonder des familles avec les mêmes gens. S'il n'y a pas cette diversité déjà sociale, ce sera pas mieux au niveau d'autres critères, n'est-ce pas? Donc déjà, il y avait ça. Quand je suis entrée dans l'école même, comment dire, les personnes noires qui me regardent, et pour qui, on va être honnête, je fais cette vidéo, vous savez ce que je vais décrire. Quand vous entrez dans un lieu, et il y a rien de spécial en fait, il y a aucun geste, il y a aucun regard, il y a aucune attitude qui est particulièrement hostile envers nous, mais tu sais que c'est pas un endroit pour toi. Tu sais que le fait que t'aies pu caler ton pied dans la porte et que tu aies pu entrer là, tu l'as mérité, parce que je veux pas entendre de syndrome de l'imposteur, tu l'as mérité, c'est ton travail, mais à la base, cet endroit n'a pas été fait pour que tu puisses y rentrer. Et tu le sens et tu le vois en fait. C'est comme genre le spider sense qu'on peut ressentir quand on est une meuf ou quand on est noir. C'est vraiment ça s'applique là en fait. Et c'est vrai que ouais c'est un milieu qui est majoritairement blanc, on va pas se mentir. Je crois que dans ma promo on devait être genre, je dirais une quinzaine de non-blancs, et sur tous les non-blancs, on devait être, je crois, 4 personnes noires. 4 ou 5, de ce que j'ai pu compter dans les amphis et tout, au moment où on était vraiment tous ensemble. Donc, la diversité... En termes de socialisation, en termes de hiérarchisation, tu vois qu'il y a des hiérarchies qui sont établies, et j'y reviendrai en fait, mais les gens qui, parmi la promo, qui semblent détenir de l'influence et du pouvoir, il y a très peu de personnes qui sont non blanches en fait. Et ça compte aussi. Et c'est vrai que du coup, ouais, je suis entrée là et j'ai fait on va dire, voilà,
mon instinct de personne qui a passé déjà sa vie dans des contextes très blancs, dans des contextes où on me fait très vite comprendre que j'ai pas ma place ici, où ça dégénère en isolement, en harcèlement et tout. J'avais déjà vécu ça en fait, et je me suis dit, je vais me mettre en retrait parce que, ok, on va activer le plan, c'est-à-dire minimum syndical, c'est-à-dire que j'y vais, je fais ce pourquoi, je paye mon année. Et je rentre dans mon appartement. Parce que oui, je dois préciser que du coup, j'étais pas près de chez moi, j'ai dû déménager dans une autre ville de France, donc du coup, j'étais vraiment, on va dire, isolée en fait dans cette nouvelle ville que j'avais jamais connue et dans ce microcosme en fait, qui est l'école de commerce, sans ma famille, sans mes amis qui sont en dehors, qui étaient en dehors de ces cercles-là, et voilà quoi. Donc du coup, on pourrait dire que j'avais envie de m'isoler de moi-même, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose qui m'incitait, au contraire en fait. Même si, on pousse à la socialisation. Je m'explique. C'est que, alors déjà dans mon contexte, donc je suis pas arrivée toute seule. Je suis arrivée avec des gens que je connaissais déjà de prépa, qui étaient eux très sociables et eux très extraverti et tendance à pouvoir être populaire assez rapidement, et du coup on me poussait en fait à être un peu comme eux. On me disait voilà, faut que tu fasses des efforts et tout, si tu veux te faire des potes et pas rester genre seul pendant toute l'année, toutes les années de ta scolarité, il va falloir que tu te forces en fait, et c'est ce que j'évoquais dans ma vidéo justement où je parle de mon vécu de personne surdouée. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire en fait. Me forcer déjà à faire des choses que j'aime pas et me forcer à socialiser. J'ai du mal avec ça. Et du coup, c'est vraiment l'année où je me suis plus forcée à faire des trucs que j'aimais pas, aller en soirée, faire des apéros, tout ça, avec des gens avec qui j'avais pas forcément d'affinité, mais parce que voilà, on m'avait dit, si t'essayes pas, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même si t'es toute seule en fait. Et du coup, se forcer, c'est, ça veut dire faire des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, fréquenter des gens avec lesquels on n'a pas forcément d'affinité, mais voilà quoi, je me suis quand même pas mal forcée. Et il y a aussi l'école qui te presse aussi et qui te pousse à la socialisation, parce que on te fait comprendre dès ton arrivée que du coup, comme je l'ai dit dans le discours de bienvenue, que les gens que tu vois là dans ta promo, ce sont potentiellement tes futurs collègues, ce sont potentiellement des gens à qui tu vas pouvoir demander des tuyaux et tout pour demander des tafs ou chercher des boulots et tout sur LinkedIn. Et du coup, faut que tu te mettes bien avec eux en fait. Et moi, j'ai du mal, tu vois, à entretenir ce genre de relation par pur intérêt. Je n'aime pas ça parce que je sais ce que ça fait, parce qu'on me l'a souvent fait. D'être avec moi que par intérêt, et je ne veux pas faire ça aux autres. Mais il y a beaucoup de ça en fait. Les gens, dès qu'ils voient que t'as un profil à peu près intéressant, il y a beaucoup de liens qui se créent comme ça, que ça soit ton intelligence, que ça soit les choses que tu veux faire, que ça soit le nom de ta famille, que ça soit le capital social ou financier que tu as. Il y a des groupes que tu vois qui se créent et tu sais que ils s'entendent bien, mais il y a genre un fond, tu vois, un fond qui n'est pas totalement désintéressé. Et il y a aussi le fait que on te pousse à la socialisation à travers les soirées et les associations, et il y a une espèce de, on va dire, chantage à l'isolement, je dirais, qui fait que, en gros, si tu ne participes pas, si t'as pas d'association, si tu vas jamais aux soirées, tu es un nobody ou un nobod. On te fout genre sur un côté et t'as moins d'accès en fait aux informations, parce que du coup t'as personne à qui demander des infos, que ce soit sur les cours, les partiels, les informations comme ça. Tu rentres moins facilement en soirée, tu te fais des amis moins facilement et tout. C'est dur, tu vois, par exemple, je dirais, de te socialiser à ton rythme en fait. Tu dois vraiment te pousser et te forcer et tout, parce que sinon t'es un nobody. Et je trouve ça déjà assez violent quand même de catégoriser des gens comme étant littéralement personne, parce qu'ils ne veulent pas socialiser de la même manière que toi tu veux socialiser, et de la même manière que l'institution et le système a décidé qu'ils devaient se socialiser. Je trouve ça grave dérangeant. Mais j'ai joué le jeu.
je me suis dit que, voilà, j'avais payé, ça faisait partie de l'expérience, j'allais jouer le jeu. Je pouvais pas critiquer, je pouvais pas me faire une idée précise du truc sans avoir au moins un peu joué le jeu. Donc voilà. À propos du prix, c'est vrai que j'ai pas du tout mentionné cet aspect, mais c'est un des plus importants. Mon école était à, j'arrondis, 10 000 € l'année. Sur environ 4 ans d'études, c'est-à-dire 40 000 €. Ce qui est un coût non négligeable. Un des frais que je n'avais pas, que mes parents n'avaient pas nécessairement, et c'est quelque chose aussi qui peut vraiment avoir une grande influence en fait sur la manière dont tu vis ton expérience, le fait que tu aies l'argent ou pas de payer ta scolarité et évidemment tout ce qui va autour, parce que 10 000 € c'est genre toute ton année, ta scolarité et tout, mais t'as tout ce qu'il y a à côté qui représente un budget en soi aussi. Donc après ces premières impressions, il y a eu le week-end d'intégration que je vais appeler WAY, parce que c'est comme ça que ça s'appelle et que voilà, je vais l'abrévier comme ça. Voilà, donc c'était 2-3 jours loin. Du coup, faut savoir que ça avait un certain coût, ça c'est pas compris dans la scolarité. Et voilà, ma mère a déjà qui a payé ma première année et mon appart a dit que non, par contre, si je voulais aller au week-end d'intégration, c'était moi qui me le paierais, ce qui est normal, ce que je comprends. Et il faut savoir que à la base, j'étais pas motivée, parce que j'entendais des trucs assez sombres en fait sur tout ce qui est week-end d'intégration et tout ça. Mais voilà, les gens avec qui j'étais m'ont convaincu de le faire et tout ça. Et encore une fois, parce que j'étais dans cette volonté vraiment d'essayer de m'intégrer en fait, parce que j'en ai marre d'être toute seule pendant toute ma vie. Et je m'étais dit, bah au moins tu sauras ce que c'est quoi. Voilà. Et parce que du coup, voilà, je savais que c'était le genre d'événement en fait que si tu ratais, ça allait vraiment façonner ton école, ton expérience en école en fait, et qu'il y allait vraiment avoir genre tu sais le clan des gens qui l'ont fait et le clan des gens qui l'ont pas fait en fait. Donc du coup, je m'étais dit écoute, je vais essayer de m'intégrer. Voilà. Donc j'ai payé j'ai travaillé pendant 3 semaines en tant que standardiste sur mon mois d'août pour le faire. Je me suis fait engueuler au téléphone, insulter, draguer par des espèces de négrophiles calviciens qui ressemblaient à des contrefaçons de Picasso, juste pour me payer un week-end d'intégration. Bref. Faut savoir que la ligne éditoriale officielle pour ce genre de truc, c'est que il n'y aura pas de bizutage, parce que le bizutage est interdit. Je crois que c'était une loi ou je sais pas quoi qui avait été passée il y a quelques années. Pour tout ce qui est genre école de commerce, ingénieur, tout ça, si je retrouve la source, je la mettrai en description. Mais voilà, donc normalement, on n'allait pas être bizuté. Normalement. Voilà. Dans les faits, je crois que c'était du coup vendredi après-midi, on est arrivé du coup dans l'école, dans le hall et tout avec nos sacs et tout, prêt pour partir pour le week-end. Et on nous a demandé de nous asseoir en fait. Et avant ça, on nous a dit, genre conseillé fortement, si je me souviens bien, de pas prendre nos portables. J'ai fait non. J'ai refusé, j'ai planqué mon portable dans un oreiller que j'avais qui avait une fermeture éclair et je l'ai planqué au fond de mon sac. Mais j'allais absolument pas partir dans un endroit comme ça avec des gens que je ne connaissais pas et donc j'avais du coup a priori zéro confiance. Sans mon portable, c'était mort. Ni moyen de paiement aussi, j'ai planqué ma carte d'identité et ma carte de crédit du coup dans cette même tête d'oreiller oreiller planqué en fait. Bref, du coup voilà, donc on est arrivé dans le hall du coup de l'école. On nous a fait asseoir pendant littéralement des heures, genre je pourrais plus vous dire combien, mais des heures. Et du coup, les personnes qui organisaient du coup le week-end d'intégration, qui sont principalement en gros les deuxièmes années, les années au-dessus de nous ont fait un giga discours avec des chants, tout ça machin, en disant voilà, vous êtes des bisous, vous êtes des merdes, vous êtes personne, tout ça, il va falloir que vous travaillez pour vous hisser à notre hauteur. En gros, j'ai oublié parce qu'en vrai j'étais genre dans un coin de ma tête où je les ignorais, je m'en battais un peu les couilles clairement, parce que très concrètement je pensais à l'argent que j'avais payé pour mettre dans ça et
le fait que voilà quoi, je pouvais plus trop me faire rembourser. Et du coup je m'étais dit putain, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je ne me lève pas, que je ne me barre pas pour rentrer chez moi. Voilà, et donc du coup ouais, j'avoue que il y a un moment où j'ai juste un peu décroché, j'ai fait ouais ok, donc c'est un discours de gens qui sont genre en situation complexe de supériorité, qui ont soif de pouvoir, qui répètent bêtement des mécanismes qu'on leur a fait subir parce que c'est un cycle. J'ai décroché. Je vais pas vous mentir, j'ai décroché. Mais je me souviens distinctement que j'ai regardé du coup sur les étages au-dessus, du coup parce que t'avais vu en fait sur les balcons des étages au-dessus, et qu'on voyait du coup les gens de la scolarité et notamment la direction en fait qui regardait tout ça. Et je me suis dit mais du coup genre ils voient ça, mais ils disent que le bizutage est interdit. Mais du coup c'est quoi le bizutage genre? Enfin est-ce que je sais pas, ça m'a paru un petit peu chelou. Surtout qu'en plus, c'était que le début, je vous en doutez bien. Du coup, voilà, donc on est resté genre 3 heures à se faire genre bully et parler comme des merdes en gros. Il y a des gens qui étaient pas bien, qui ont fait des malaises, du coup, on les a emmenés sur le côté. Il y en a qui en ont eu marre et qui sont fait vas-y fuck that, et ils se sont barrés. Voilà, il y en a qui ont commencé à se lever et dire vous faites chier, et qui se sont fait bully jusqu'à ce qu'ils se rassoient. Et au final, donc du coup, ça a duré jusqu'à ce que les cars arrivent en fait pour nous emmener à la destination du week-end 20. Donc du coup, on nous a amenés au car, on nous a fait rentrer du coup un par un, à genoux, enfin à 4 pattes, les yeux bandés, et avec une musique genre du démon, genre une giga techno, genre boum boum boum, à volume genre 110%, qui arrêtait pas qui a pas arrêté en fait, je crois, de la plus grande partie de la nuit. Et voilà, et avec une volonté de nous désorienter et de pas nous laisser dormir aussi, parce qu'ils ont chanté ça pendant la plupart du trajet. Tant qu'on dort pas, vous dormez pas. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on est monté dans les cars. Et c'est marrant parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait tout ce qui est les forces, l'armée, et qui m'a dit que et qui a fait genre des stages en fait, enfin c'était des stages de simulation, de prise d'otage et de torture, et qui m'a dit que c'était une des techniques en fait qui étaient employées par des gens qui prennent les gens en otage, c'est-à-dire bander les yeux, te désorienter, te priver de tes sens, donc dans ce cas-là la vue et l'ouïe, te mettre de la musique super fort pour te rendre plus psychologiquement malléable. Voilà, je pose ça là, vous tirez les conclusions que vous voulez. Donc on a fait un trajet de bien 8 heures comme ça. Voilà, on nous a attaché les mains avec du scotch. On nous a mis genre un gobelet comme ça, genre dans les mains. Et voilà, on nous a dit on va vous faire boire et vous avez intérêt à boire. Et en gros, si toi tu bois pas, ce sera ton voisin en fait qui va boire pour toi. Et j'avoue, j'ai triché, j'ai soulevé mon bandeau, j'ai vu la personne qui était à côté de moi, j'ai vu genre elle était une meuf toute fraîche. Je me suis dit je sais pas si elle tient bien l'alcool ou pas, mais j'ai pas envie de lui faire subir quoi que ce soit. Et si elle me vomit dessus, ça va être juste vraiment le début des problèmes en fait. Du coup, vu que je tenais en plus assez relativement bien l'alcool à cette époque-là, j'ai fait écoute, je vais boire. Donc je sais pas pour l'intégralité du bus, mais en tout cas le premier verre qu'on nous a donné, c'était un coup de pression, c'était de l'eau. Et après, on nous a fait boire littéralement n'importe quoi. Voilà, il y a des gens et on a fait circuler un gars qui nous a genre lavé les dents avec de la soupe de poisson, genre c'était absolument répugnant. Bref, voilà, mais en même temps j'étais complètement torchée, donc c'est pas comme si je pouvais dire quoi que ce soit. Donc voilà, et du coup j'ai tenu comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au lieu du way en fait, je sais pas pourquoi je perds mes mots. Et curieusement j'ai tenu tout le trajet, j'ai fini par dégueuler au moment où on est arrivé en fait, voilà. On nous a fait nettoyer le bus qui avait été cartonné, un petit peu plastifié et tout pour le vomi éventuel des gens, donc c'était cool. Les mains dans le vomi comme ça, c'était très sympa, voilà. Et du coup c'est là que on a commencé du coup le week-end d'intégration. Oui, j'ai oublié de préciser qu'en plus il avait un thème super problématique auquel j'ai participé malheureusement. C'était les cow-boys et les Indiens.
voilà, donc les deuxièmes années du coup étaient les cow-boys et on était les Indiens. Je mets des giga guillemets, hein, faut vraiment comprendre. On était du coup les Indiens. Du coup, on était tenus d'être déguisés. Voilà. Je cherche pas d'excuses à mon comportement. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais pas dû jouer le jeu. C'était pas indécent de ma part en fait. J'aurais pas dû le faire. Et de toute façon, ça fait partie des choses discutables et indécentes et problématiques que j'ai faites en fait pendant mon parcours du coup dans cette école. Et évidemment il y a plein de choses qui pourraient expliquer ce que j'ai fait, le fait que il y avait la pression de groupe, le fait que je voulais m'intégrer, le fait qu'on me demandait pas mon avis putain, et que j'en avais marre de passer pour la rabat-joie, et le fait que j'étais pas du tout éduquée en fait, j'avais même pas fait le début du commencement de mon chemin d'afroféministe sur ce sujet. Mais c'est pas le propos en fait, c'est pas le propos, c'est pas des excuses qu'on a besoin d'entendre. J'aurais pas dû faire ça, tout court, period. Genre j'aurais pas dû faire les choses que j'ai faites. Et voilà, en vrai, je suis désolée de mon comportement, putain. Waouh, bref, bitch. Ouais, c'était pas ouf. Vraiment, c'était vraiment pour, on va dire, renforcer en gros cette notion d'ascendant en fait que les élèves du coup des années supérieures avaient sur nous, parce que les cow-boys font quoi? Ils chassent les Indiens. Bref, voilà, donc il y avait pas mal d'activités d'organiser, il y avait une pool party, il y avait une soirée mousse, tout ça machin. Il y a eu aussi un moment où ils ont fait genre tu sais comme il y avait c'était quoi là, le nom de Interville, ils ont fait venir une vachette. Voilà, qui faisait courir, ils ont demandé à des premières années de se mettre dans des tonneaux pour que la vachette les renverse et tout ça. Moi, il y a un moment, j'ai pas supporté, genre, la vache est toujours l'animal qui n'a rien demandé à personne, se faire malmener, ça m'a cassé les couilles, je suis partie. Voilà, les dîners devaient se passer dans un grand hall en silence, dans un silence le plus complet. Voilà, jusqu'à ce qu'on nous autorise à parler, du moins. Et la plupart, dès que tu sortais un mot, tu te faisais genre bully jusqu'à ce que tu la fermes en fait. Voilà, et il y avait du coup des soirées aussi la nuit, des soirées qui avaient du coup des concepts assez particuliers quoi. Il y avait déjà le concept d'aller première soirée vomi, où du coup le but c'était de te faire boire jusqu'à ce que tu vomisses, et que genre il y ait 1 centimètre de dégueulis sur la piste de danse, ce que j'ai pas fait parce que genre j'allais pas me rendre malade, et le vomi c'est bref. Et voilà, c'était assez drôle en fait en plus de voir à l'extérieur de la salle genre des mecs de la Croix-Rouge et de la sécurité et tout, parce que tu sais, genre t'avais envie de leur dire mais mec, t'es là pour porter secours aux gens qui sont malades, mais les gens se rendent malades volontairement, donc c'est-à-dire à quel moment tu estimes qu'il faut intervenir puisque c'est déjà la merde volontairement, tu vois. Ça me frappait un peu de les voir en mode genre quand est-ce que non, tu vois, je trouvais ça chelou. Il y avait aussi un moment, une soirée où les deuxièmes années devaient se scotcher littéralement avec genre du scotch de déménagement genre à des premières années en fait. Et du coup tout ce qu'ils faisaient les premières années devait suivre en fait. Déjà la quantité de scotch qu'il y a eu dans ce week-end était genre assez inquiétante, mais c'est un autre sujet. Je pense que surtout en tant que meuf, vous devez comprendre les problèmes qu'il y a avec ce genre de principe. Tu vois, surtout que c'est vrai que il y a un truc que j'ai pas mentionné, mais quand je faisais les concours du coup pour entrer en école, et que du coup j'étais déjà allée dans cette école pour passer mes concours oraux notamment, il y avait déjà cet esprit, on va dire, de prédation, où les gens qui étaient on va dire notre comité d'accueil en fait, quand on était du coup des jeunes futurs potentiels étudiants de l'école, regardaient les meufs en fait, et ça se voyait qu'ils étaient en train genre de les noter, de les dire ah ouais celle-là j'espère qu'elle viendra, tout ça.
Et du coup, bah, retrouver ces personnes qui, du coup, ont maintenant une année de plus que toi, qui ont un ascendant, qui te disent que, du coup, ils peuvent te mettre bien, en fait, dans ta scolarité, te faire entrer dans des assos, te faire entrer dans des soirées, et te conseiller pour ta scolarité et tout machin. Tu vas voir ces mêmes personnes qui, du coup, instaurent des thèmes en disant, voilà, je vais me scotcher à quelqu'un que je choisis, parce que c'est eux qui choisissaient, du coup, à qui se scotcher et tout, pour passer la soirée ensemble. Discutable. Discutable. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est ma vidéo, je le dis. Voilà. Moi, j'ai pas pris part à ça parce que c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais je suis pas arrivée célibataire. En école, j'étais en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré en prépa. Et c'est une des occasions où c'était pas mal, en fait, parce que la misogynie et le patriarcat font que ma volonté propre à moi, elle vaut que dalle, mais le fait que je sois visiblement rattachée à une autre paire de couilles, pour un mec, des fois ça peut être assez dissuasif. Du coup, quand on a vu que du coup j'étais prise, j'ai échappé à ce genre de comportement, surtout après il y a aussi le fait que comparé au type de meuf et au type de corps et tout, au type de physique qui sont en général considérés comme populaires et beaux en école de commerce, j'étais assez loin du bail, et aussi parce que je crois qu'il y a un mec, si je me souviens bien, qui s'est amené vers moi avec un scotch et je l'ai regardé en mode bitch, non, pas moi, pas aujourd'hui, non. Et c'est là aussi que je me suis confrontée, enfin j'ai fait la connaissance avec une des associations de cette école qui était spécialisée dans en gros l'amassage de dossiers sur les gens, amassage de receipts comme on dit dans les rues de Twitter, n'est-ce pas, qui du coup en gros c'est une asso dont le job en gros est de se balader avec des caméras, des GoPro et tout, de filmer des gens dans des positions compromettantes, de rassembler tout ça et de les diffuser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le groupe de la promo ou dans les amphis, une fois par, je sais plus, mois ou trimestre, je sais plus. Donc voilà, et je me souviens que distinctement qu'il y a un moment où j'étais en train de danser du coup avec mon partenaire de l'époque, et du coup que on s'est embrassés, normal, ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble, et que du coup je me souviens d'avoir vu genre un flash de caméra dans la gueule et de m'être reçu genre 2-3 capotes dans la joue, genre, en fait, parce que du coup ils avaient repéré genre voilà un couple en formation, et du coup ils s'étaient genre amassés autour de nous en fait, et quand on leur a dit mais en fait genre il y a pas de sujet, il y a aucun scoop, on est ensemble en fait, genre il y a vraiment aucune sauce dans laquelle on peut nous mettre en fait, ils sont partis. Et je me suis dit ah ouais cool, c'est sympa. Du coup voilà, donc après ces 2 jours là on est rentré. Je me souviens pendant le week-end, j'ai appelé ma mère du coup en scred avec mon téléphone que j'avais planqué. J'ai fait mais maman, je vais pas te demander de venir me chercher parce que j'ai une idée à peu près d'où on est et genre c'est loin et genre c'est l'affiche, donc je vais continuer, je vais rentrer, mais chaud, vraiment chaud. Du coup voilà, donc on est rentré et en gros notre scolarité a commencé. Il y a eu les premiers cours et c'est vrai que il y avait quand même pas mal de décalage en fait avec la prépa. Déjà par rapport aux autres étudiants qui n'ont pas fait prépa, c'est-à-dire que on hype la prépa comme étant le meilleur moyen d'arriver en école de commerce, tout ça machin. Mais en fait je suis pas sûre. Je suis pas très sûre parce que déjà la prépa, faut savoir que c'est pas, comment dire, c'est pas diplômant. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en gros, on te donne pas de diplôme à la fin de ta prépa, en fait. Tu n'as pas un niveau bac plus quelque chose. Contrairement au BTS et au DUT et à la fac où tu vois, t'as un bac plus 2, t'as des crédits, genre CTS, machin, enfin t'en as aussi en prépa, mais pour le DUT ou le BTS, au bout, tu te dis que tu vois, t'as ton DUT, t'as ton BTS, tu vois. Et du coup, tu peux enchaîner avec une formation qui est une autre à part entière, en fait. Alors que la prépa, j'ai l'impression que c'est genre la salle d'attente pour l'école de commerce.
ce qui du coup est un élément qui est essentiel, je pense, à comprendre en fait dans mon expérience et l'expérience de gens qui font une prépa avant d'aller en école de commerce, qui est que tu es conscient que si tu abandonnes ton école de commerce, même si tu as des crédits ECTS, tu n'as rien au niveau du diplôme. Tu as un niveau bac. Les années que tu as faites là, au niveau genre diplôme, ça vaut pour rien en fait. En gros, je schématise, mais en gros ça vaut pour rien. Tu n'as pas de diplôme en fait qui couronne tes 2 années de prépa. Donc il y a ça aussi, le fait que je pense qu'il y a pas mal de gens je connais des gens qui ont abandonné l'école de commerce au bout de la première année ou même plus tard, mais il y a aussi des gens, je pense, qui n'ont pas abandonné, et peut-être que ça a dû motiver leur décision, parce que du coup ils ont fait prépa, et ils savent que du coup t'as rien. Si t'abandonnes en plein milieu d'école, tu n'as rien en fait. Donc il y a ça aussi, et aussi le fait que par rapport du coup aux autres élèves, il y avait des connaissances qu'ils et elles ont apprises, excusez-moi, en BTS, en DUT, qui sont quand même un peu plus utiles quand on entre en école de commerce, tu vois. Par exemple, tout ce qui était le truc là qui m'a mise dans une sauce pas possible, contrôle de gestion, contrôle de gestion, finance, audit, tout ça. Il y a des gens, tu vois, qui ont fait BTS et des UT qui ont eu du coup des bases dans cette matière et qui étaient beaucoup plus à l'aise que nous, tu vois, dans ces matières. Et nous, on a fait de la philo et des maths et de l'éco. Je dis pas que c'est pas utile. Je dis juste que moi personnellement, ça m'aurait plus arrangé d'apprendre des matières comme ça qui m'ont grave foutu dans la sauce parce que j'étais complètement larguée par rapport à des gens qui avaient fait ça pendant 2 ans et qui étaient plus à l'aise aussi. Donc voilà, on hype la prépa comme étant la meilleure porte d'entrée en école de commerce, mais je suis pas sûre. Pour ces 2 aspects-là que je viens de mentionner, je suis pas sûre. Donc, faites-vous votre idée, mais encore une fois, c'est mon avis, c'est ma vidéo, je le dis. Voilà, et il y a encore une fois le décalage du coup avec la prépa, c'est grave déstabilisant, surtout quand t'as l'habitude de travailler dur, d'être poussé dans tes retranchements, d'être poussé dans tes limites en termes de ce que tu peux engranger comme connaissances, des réflexions que tu peux avoir et tout. On te lâche comme ça dans un bassin de rien en fait, et avec aucune genre transition. C'est genre tu travailles, on te pousse à la fin et tout, les concours t'en peux plus, tu chiales tous les jours et boum, rien du tout. C'est archi bizarre comme sensation. Je saurais pas expliquer comment en fait, je saurais pas expliquer pourquoi, mais ouais, le fait que du coup même de base, même avant la prépa, je me définis comme assez bosseur, même si je déteste l'école, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup faire me stimuler intellectuellement et tout, et le fait de plus rien avoir, ça m'a mis un coup. On va pas se mentir, ça m'a mis un coup. Et c'est vrai que l'emploi du temps, genre quand tu le reçois, il est tellement vide. Je me souviens qu'au début, donc en plus il est en ligne, je m'étais dit, je suis sûre il y a un problème sur ma plateforme. Je suis sûre qu'on m'a pas rempli mon emploi du temps comme on devrait, comme il aurait dû être. Je suis sûre que j'ai pas été genre, on m'a dû m'oublier de certaines listes, tu vois, de emails. J'ai pas dû recevoir des listes de lecture et tout. À un moment, on va me donner un contrôle surprise, genre un DST, je vais être en mode surprise, tu vois. Et non, c'était vraiment mon vrai emploi du temps, le vrai taf que je devais faire en fait. Et ça m'a grave surpris. Je me souviens que dans les premiers temps, je disais pas la vérité à ma mère et tout. Je lui disais mais ouais on travaille parce que je m'étais dit putain mais si elle apprend qu'elle s'est saignée, qu'elle a filé genre qu'elle a payé 10 000 euros pour que je glande, je pense qu'elle va vriller. Du coup c'était très bizarre, c'était très très bizarre. Transition. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de choses à faire au niveau, on va dire, enseignement et académique, ça laisse du temps en fait pour la vie périscolaire, je dirais. Et donc par vie périscolaire, j'entends tout ce qui est les listes, les bureaux et les associations. Donc si vous avez une expérience ce qui est genre fac, école, tout ça, vous savez de quoi je vais parler. Mais du coup, il y a donc 3 bureaux. En tout cas, il y en avait 3 dans mon école. Donc le BDE, le bureau des étudiants, le BDA, le bureau des arts, et le BDS, le bureau des sports. Donc du coup, c'est les 3 bureaux qui régissent en gros la vie étudiante sur le campus, qui organise les événements, notamment le week-end d'intégration est organisé en grande partie par les élèves des bureaux et surtout le BDE.
Voilà, les étudiants du BDA, ils font tout ce qui est en rapport avec l'art, genre, c'est dans le nom, et les événements sportifs, le BDS. Simple jusqu'ici. Voilà, et donc du coup, tous les ans, des nouveaux bureaux sont désignés, en fait, parmi les premières années. Quand on arrive, donc les bureaux sont gérés par du coup les deuxièmes années. Du coup, il y a des listes qui se forment en fait. Donc il y a des groupes qui je crois que c'est 2 ou 3 maximum par bureau que tu vises. Donc du coup, on va dire 3 listes qui sont en compétition pour pour le bureau des étudiants, 3 listes pour le bureau des arts et 3 listes pour le bureau des sports. Du coup, donc et à la fin, il y aura juste un groupe de personnes qui deviendra le nouveau BDE, un groupe de personnes qui deviendra le nouveau BDA et un groupe de personnes qui deviendra le nouveau BDS. Voilà. C'était compliqué pour rien. Bref. Du coup, au début de nos scolarités, voilà, on me dit, bah voilà, maintenant on vous passe le relais, va falloir que vous commenciez à faire vos listes et tout, vous commencez à faire vos campagnes pour vous faire élire au bureau. Donc, encore une fois, vu que je n'étais pas venue seule, j'étais venue avec des amis, et avec des amis qui avaient quand même pas mal d'intérêt et qui étaient pas mal sportifs. Je me souviens qu'avec certains des amis de ce groupe, on s'était dit, bah on va peut-être faire le BDS en fait, parce que voilà, il y en avait qui faisaient de la boxe, d'autres de la course. Moi, je fais du volley depuis genre 10 ans, de la natation depuis genre 15 ans, voilà. Enfin, j'avais quand même 2-3 compétences à apporter. Et je m'étais dit, bah ouais, cool, ça va, parfait, ça va occuper le temps que je ne passe pas en cours. Sauf qu'en fait, ce n'est pas si simple, parce que ça aussi, ça a un coût. En fait, ça a un coût financier, et ça a un coût social, entre guillemets. Parce que du coup, en fait, tu crées donc ta liste avec... je vais pas dire de conneries, mais genre, on va dire une douzaine de personnes. Voilà, vous dites, voilà, donc on est une liste, on est genre, on se donne un nom, un logo, on est voilà, un nom. On sera en compétition avec les autres on vise tel bureau. Et du coup, c'est à partir de là, ça devient un concours de popularité, en fait. Et qui dit popularité, dans un contexte tel que l'école de commerce, dit qu'il faut avoir des choses à apporter. Et qui dit des choses à apporter, dit au bout d'un moment de l'argent et des trucs qui te rend populaire et que du coup les gens individuellement t'aiment bien ou vous aiment bien en tant que groupe et votent pour vous en fait, parce qu'en gros ils savent que du coup s'ils votent pour vous et que vous devenez le bureau mis en place, vous allez les mettre bien en fait, c'est en gros le principe. Et du coup, quand on a compris que lister, du coup, c'était un budget en soi, que on pouvait vite nous demander des 2000 € facilement au calme, moi j'ai fait nope, parce que déjà tout ce qui est popularité, comme vous l'avez vu et comme vous en doutez, genre c'est pas mon truc. Moi je voulais juste faire du sport à la base, genre vraiment juste faire du sport. J'avais pas trop compris le principe apparemment. Et j'ai pas d'argent à donner en fait, j'ai pas tout ça d'argent à donner. Et donc du coup, j'ai pas tout ça de ressources autres en fait que l'argent, surtout qui pourrait compenser éventuellement. Donc du coup voilà, pendant toute cette période de campagne de liste qui a duré, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, et je m'en fous, je sais pas, bref, qui a duré quand même pas mal de temps. Tous les gens des listes font ce qu'ils peuvent en fait pour monter en fait en popularité avant le jour où toute la promo doit voter pour élire les nouveaux 3 bureaux. Donc du coup ça veut dire des petits déjeuners gratuits, ça veut dire dans le hall de l'école, ça veut dire des soirées dans l'appartement des gens, ça veut dire des événements, ça veut dire des cadeaux, des trucs et tout ça. Et donc du coup vous comprenez bien que voilà quoi, c'est des petits déjeuners gratuits, genre faut bien des gens pour payer et les faire, genre les 3000 les 1000 crêpes, tous les gâteaux, acheter toutes les boissons, tout ça, faut bien quelqu'un pour payer son appart que des étudiants peuvent se permettre de tracher et tout, et voir sa caution volée en éclats, et de pas trop se faire tuer par ses parents, et voilà quoi. Faut avoir les moyens de tout ça en fait. Et moi je les avais pas, et je voulais pas qu'on touche à mon appart. Du coup voilà quoi, donc je me suis retirée du bail. Donc il y a eu ça.
Voilà, et après il y a aussi le fait que j'ai oublié de le mentionner, un oubli de ma part, mais du coup il y a un système, on va dire, de parrainage quand t'entres en école, en fait, genre les deuxièmes années choisissent des gens et ils disent, bah, selon les affinités, ce que tu veux que je sois ta marraine, ton parrain, tout ça. Et il y a ça aussi, tu vois, il y a tout ça d'influence et tout, et que bah moi j'avais pas, du coup, parce que bah j'avais une marraine qui était genre grave gentille et tout, mais voilà, j'étais pas vraiment, en gros, j'utilisais pas ça pour ça, en fait, j'étais juste contente d'avoir quelqu'un qui posait des questions et quelqu'un de très sympa à qui parler, en fait. C'est littéralement tout. Voilà, et voilà, donc du coup, ça c'était pour les bureaux. Et il y avait du coup aussi les associations étudiantes. Donc il y avait genre plein d'associations, genre environ une vingtaine, voire peut-être même plus. Ouais. Voilà. Et bah, j'ai été pas mal active dans la vie associative, en fait, parce que, encore une fois, je m'emmerdais. Et ça, les associations, j'allais pas dire, la plupart du temps c'est gratuit, et même quand tu dois faire des trucs, c'est moins onéreux, parce que du coup t'es une association dont t'as un budget, en fait, qui t'est donné en grande partie par l'école, subventions, dons qu'on fait pendant des événements, tout ça. Donc c'est moins onéreux que d'être dans un bureau. Enfin, en tout cas, ouais, je trouve que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, tu souffres moins, en tout cas. Et ça me paraissait plus intéressant. Donc il y avait plein d'associations sur des thèmes bien différents. Donc comme je vous avais dit, pendant le Way, du coup, il y avait l'association qui s'occupe de mettre les gens dans la sauce et favoriser du harcèlement. Parce que, enfin, littéralement, je vois pas trop. Enfin, c'est une association. Techniquement, c'est une association l'équivalent des clubs AV aux États-Unis, genre des audio-vidéo, tu vois, qui filment et tout. Mais la plupart du temps, c'est vraiment genre aller en soirée et filmer des dossiers sur les gens et les foutre dans la sauce. Donc voilà, il y avait des associations pour la finance, il y avait des associations de débat, des associations culinaires. Il y en avait deux même. Une association de mode, de golf aussi. Il y en avait plein d'autres. Je vais pas toutes les citer parce que c'est long et je m'en souviens pas, pour être honnête. Mais moi, dans mon parcours, j'en ai fait 4. J'ai fait l'association d'écologie. Voilà, on distribuait des paniers de fruits et légumes, notamment aux étudiants. Voilà, on faisait des actions un peu, voilà, pour sensibiliser autour de l'environnement. J'ai fait l'association humanitaire. Donc ce que vous savez, si vous avez vu les 2 vidéos que j'ai faites avec ma pote Pauline sur mon voyage, mon expérience humanitaire au Cambodge, et la vidéo sur le fait qu'on a eu la dingue aussi là-bas, et aussi mon expérience que je raconte brièvement dans ma vidéo sur le white saviorism. On y reviendra après. Bref, donc ça fait 2. Après, j'étais dans l'association informatique. Où du coup je créais principalement les sites web des autres associations de l'école. C'est là d'ailleurs que j'ai appris le plus gros de mes connaissances en digital et en codage, on va dire, et en Photoshop et tout, voilà. Et aussi, enfin, en 4e, l'association de musique, parce que j'ai fait du piano en conservatoire pendant près de 15 piges. Je chante décemment, on va dire décemment. Et voilà, quoi, je voulais essayer de faire quelque chose, quoi. Vu que, voilà, comme je vous ai dit, on avait la pression de participer à la vie de l'école, parce que sinon on avait la pression d'être un nobody, donc personne. Je me suis dit, bah écoute, j'ai pas pour habitude de me vendre, déjà, parce que tu dois postuler, hein, tu t'entres pas parce qu'il y a de la lumière, hein, tu postules aux associations et les membres qui sont des années suivantes estiment que tu peux rentrer ou pas. Donc tu postules, donc ça veut dire que tu as des compétences, une volonté et tout que tu dois montrer. Donc déjà de base, j'arrive pas trop à me vendre, je suis pas trop fan. Mes compétences que j'avais acquises toute seule, c'était un petit peu, on va dire, mon jardin secret, c'était ce que je faisais dans mon temps libre pour me changer les idées, pour me détendre et tout. Donc du coup, je m'étais dit est-ce que j'ai envie d'exposer ça, tu vois, tout le monde, et me rendre vulnérable dans un sens. Voilà, mais bon, je l'ai fait quand même. Et voilà, quoi. Du coup,
du coup, voilà, je suis entrée dans ces quatre assos-là, l'une après l'autre, et au final, il y a un moment où j'y étais simultanément. Donc voilà, c'est les 4 assos que j'ai fréquentés, qui étaient quand même très très cool. Après que j'ai dû quitter pour des raisons diverses et variées, soit parce que soit ça fonctionnait plus, soit j'avais plus l'énergie, je m'entendais plus trop forcément avec certains membres, j'avais plus le temps, j'ai dû partir en Suède aussi. Comme vous l'avez vu, parce que c'est littéralement comme ça que j'ai commencé cette chaîne en fait. Voilà, et voilà. Et du coup, c'était la vie associative. Maintenant, j'ai vu aussi qu'il y avait toutes les associations n'étaient pas traitées pareil. Il y a des associations qui étaient pas très populaires en fait. Genre c'était vraiment des associations genre de bolos en fait, comme on les désignait, et notamment l'asso où j'étais, d'informatique, où on nous voyait comme tu sais les geeks du fond du placard en fait. On était traités comme Moss et Roy dans The IT Crowd, tu vois, genre comme des geeks chelous et méprisables en fait. Et voilà, et en gros, on nous parlait bien que quand on avait besoin de nous, en fait, pour créer un site, parce qu'on avait un service informatique, donc du coup, quand le PC de quelqu'un avait un problème et tout, ou parce qu'on avait des consoles de jeu quand quelqu'un voulait taper un FIFA. Voilà, il y avait aussi des assos qui étaient favorisés par la direction, on va pas se mentir. Voilà, donc des assos qui étaient très bien vus, tout ça, notamment je pense l'asso de débat, finance, golf, tout ça, qui participait vraiment genre à la renommée de l'école, et qui avait du coup concrètement des avantages en fait du fait d'y être, et aussi des assos comme vous l'avez vu du coup qui favorisent clairement le harcèlement des gens en fait, et qui ont dû, je pense, rendre la vie de certaines personnes assez misérable en fait, je pense. C'est donc la fin de cette première partie. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci. Vous pouvez mettre l'emoji flamme dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Salut!